À mesure qu'approche la présidentielle en Côte d'Ivoire, la situation se tend de plus en plus entre le régime du président Alassane Ouattara et ses principaux opposants. Les griefs de l'opposition au processus électoral en cours aussi ne cessent de croître. Le dernier front a été ouvert après l'invalidation de 40 des 44 candidatures à la présidentielle. Il n'y a donc que 4 candidats au scrutin, dont le chef de l'État sortant, à qui l'opposition dénie le droit de compétir à un troisième mandat. Alassane Ouattara a soutenu par ses proches, argue de ce que la nouvelle constitution remet les pendules à zéro et que sa candidature est valable. Aussi, la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, a-t-elle demandé expressément à ce que les obstacles empêchant l'ex-premier ministre Guillaume Soro d'être candidat soient levés. Abidjan a réagi dans la foulée et n'entend pas donner suite à cette requête. L'opposition, qui dénonce une forfaiture, a annoncé une série d'actions. Côte d'Ivoire appelle de l'opposition à la désobéissance civile. Pour quels impacts sur le processus électoral en cours? C'est le thème de l'émission du jour qui aborde l'actualité ivoirienne dans son ensemble. Bonjour à tous et bienvenue. À nos côtés aujourd'hui, Jules Justinier Mpati. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Mahmoud Diallo, bonjour. Bonjour, M. Tourano. Vous êtes spécialiste en communication et relations internationales. Jules Justinier Mpati, ma première question est pour vous. Sur 44 candidats à la base, 4 auront finalement la possibilité de compétir. Un avis sur le processus ayant permis la désignation de ces 4 candidats? Merci. Je dis bonjour aux téléspectateurs. Vous savez, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, Bénin, en France, un peu partout dans le monde, les élections, le processus électoral est encadré par des règles constitutionnelles et électorales. Cela veut dire qu'il y a une constitution qui est complétée naturellement par un code électoral et une lecture à double visage par rapport au processus qui a conduit à l'invalidation de la candidature de 40 sur 44 en Côte d'Ivoire. C'est qu'a priori, et les règles constitutionnelles et électorales dans les dispositions de la Constitution et du Code électoral ont été appliquées. Et c'est en vertu de ces dispositions-là qu'on a remarqué que ces candidatures qui ont été validées ne remplissent pas les conditions. Ça, c'est la lecture du point de vue de la technique du droit. Maintenant, le droit constitutionnel ou le droit électoral étant un droit en rapport direct avec la politique, je me pose des questions, d'où une lecture substantielle pour dire, bon, si entre-temps, il n'y avait pas eu des collusions entre des pouvoirs, entre des acteurs politiques du pays et le juge constitutionnel, tant mieux. Mais si c'était le cas, je crois qu'il y a lieu de redire. Malheureusement, par rapport aux différentes collusions entre juges constitutionnels et pouvoir politique ou pouvoir exécutif, il est souvent difficile d'en apporter les preuves. Voilà un peu, mais je crois quand même que c'est un processus qu'il faut suivre de près et un processus par rapport auquel il faut attirer l'attention du peuple ivoirien pour qu'on ne bascule pas dans la violence et dans une nouvelle guerre. Voilà. Alors, votre avis par rapport à ce processus-là, aujourd'hui, il y avait 44 personnes qui ont demandé ou qui sont allées enregistrer des dossiers au niveau de la commission électorale. Le juge constitutionnel a finalement retenu 4 candidats sur 44. Votre avis sur cela? Merci, M. Towanou. La lecture que je fais sur cette candidature d'Alassane Ouattara est que aujourd'hui les institutions sur place sont en otage par le pouvoir exécutif. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Ok. Au fait, lorsque les institutions sont là, si elles ne sont pas indépendantes, elles ne peuvent pas dire le droit. Et si vous vérifiez le Conseil constitutionnel et puis la CEI,
Conseil électoral indépendance ivoirien. Et vous verrez que des lois sont introduites juste pour nuire certains ou pour éliminer d'autres. Sinon, ça n'a pas de sens pour dire aujourd'hui il faut mettre du parrainage ou il faut exclure certains parce que si en acceptant la candidature de tous ces 40, à un moment donné, ils peuvent faire une coalition contre le RHDP. Donc voilà un peu ce pourquoi il faudrait que les institutions soient indépendantes et qu'elles puissent dire le droit. Voilà. Vous appelez à l'indépendance des institutions, mais il n'y a pas forcément de preuve que les institutions ivoiriennes aujourd'hui ne le soient. Juste Niampati, j'aimerais vous demander, est-ce que votre avis par rapport au processus de parrainage, on va dire, c'est une nouvelle trouvaille qui est en train de prospérer dans nos États dernièrement. Au Bénin, le processus de parrainage existe. En Côte d'Ivoire, il vient d'être appliqué. Il y avait aussi, je crois, un processus de parrainage au Sénégal qui a permis de filtrer considérablement. La dernière élection au Sénégal, il y avait 5 candidats, alors qu'il y avait plusieurs dizaines de candidatures au départ. Aujourd'hui, est-ce que le processus de parrainage n'est pas une bonne chose en soi? Quel est votre avis là-dessus? Merci. Pas pour répondre à mon cher ami qui a opiné tout à l'heure, je prends un pan de son intervention. Les institutions sont en otage par l'exécutif. Je crois qu'on va nuancer. On va nuancer. Que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, globalement, les États africains, les États de l'Afrique de l'Ouest, les États francophones, vous avez une bonne partie qui pratique le régime présidentiel. Et le régime présidentiel, c'est un régime dans lequel le peuple, c'est le peuple qui élabore, qui crée, qui adopte sa constitution. Lorsque le régime est présidentiel, c'est que le peuple est en train de dire « je positionne le président de la République comme détenteur de la clé de voûte de l'action politique ». Alors, ça, c'est la norme. Maintenant, il se fait que de plus en plus, ces chefs d'État-là, dans le régime présidentiel, ont tendance à abuser pour glisser vers le présidentialisme et parfois vers l'hyper-présidentialisme. Dans la réelle politique, ils ont intérêt, et ils comprennent très bien, et ils jouent le jeu, ils ont intérêt à faire en sorte que les différentes institutions de la République ils puissent les contrôler. Alors cela soulève la question de l'indépendance des institutions de la République, puisque le régime est un régime, c'est le principe de la séparation des pouvoirs sous encadre du régime présidentiel. Alors la question se pose de savoir quelle est la politique que le Conseil constitutionnel dans certains pays ou le Cour constitutionnelle dans d'autres, quelle politique d'indépendance développe-t-il ou tel? Le juge constitutionnel, c'est à lui de faire sienne cette maxime anglo-saxonne selon laquelle tu m'as élu ou tu m'as désigné, je ne te reconnais plus. On a remarqué que les institutions politiques africaines dans la sous-région, parce qu'elles dépendent financièrement de l'exécutif et parce que l'exécutif a à sa disposition l'armée, dans la plupart des conditions, le président de la République est le chef suprême des armées. Et ces juges-là ont peur et au lieu d'assumer une mission historique, ils ne le font pas. Je crois qu'il faut également, renvoyer les deux ados, et le président de la République et le juge constitutionnel. Le président de la République, lui, il exagère dans ses manœuvres politiques, mais ça peut se comprendre. On peut, sur le plan du point de vue de la science politique, il est dans son rôle. Le juge constitutionnel, que fait-il? Ils ont la possibilité de démissionner. Vous vous rappelez l'élection présidentielle de 2010 en Côte d'Ivoire. Le problème est venu toujours du juge constitutionnel. Le même juge constitutionnel dit et dédie par la suite. C'est quel genre de juge constitutionnel ça? C'est vrai. Le juge constitutionnel est un juge particulier. Il n'est pas un juge comme un juge ordinaire. C'est un juge politique, je dirais. Maintenant, par rapport à la question de parrainage que vous m'avez soulevé, je réponds également en deux temps. Dans le principe, et avant même le principe, il faut aller faire une analyse factuelle. Et vous allez voir que récemment, là,
depuis qu'on est rentré dans ce renouveau, ce processus démocratique renouvelé depuis 1990, il y a ce développement à l'exponentiel de partis politiques, des clubs électoraux et tout ça. Je crois que c'est pour filtrer, vous avez sorti le mot. Maintenant, lorsque un concept ou un mécanisme est créé, et dans son ontologie, c'est bon. Donc, le parrainage est un très bon mécanisme. Les dispositions constitutionnelles et juridiques qui encadrent le parrainage, ce n'est pas mal. Mais quand on analyse de près, on a l'impression dans certains pays que les conditionnalités ou les dispositions qui entourent ce parrainage-là et qui sont généralement des dispositions en contradiction ou en contradiction avec les réalités sociopolitiques des pays. Lorsque, par exemple, le parrainage doit vous amener à aller rechercher un nombre suffisamment élevé de députés ou suffisamment élevé de maires, et alors que des dispositions sont prises pour pouvoir embrigader les concernés en question, c'est-à-dire, dans la pratique, des mesures sont adoptées pour que, dans le droit, on puisse libérer. Et ça laisse à analyser, ça laisse à désirer, ça laisse à revoir. Mais vous avez parlé tout à l'heure de preuves par rapport à cette tendance de l'exécutif à influencer très négativement les institutions politiques et notamment le juge constitutionnel. Vous avez, par rapport à la Côte d'Ivoire, il y a une preuve. C'est vrai que certains peuvent traiter cette preuve-là de fait juridique, mais nous allons traiter cela de jurisprudence. Quand vous prenez le rapport de la CHDHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les différentes décisions qui sont rendues, et fondamentalement la toute dernière sur la Côte d'Ivoire, où vous voyez le comportement de la Côte d'Ivoire par rapport à cette décision, vous faites une lecture claire que l'État ivoirien met en avant sa souveraineté pour bloquer les impacts, pour bloquer les influences positives, je dirais, de cette CHDHP, de cette décision sur la démocratie, l'état de droit, le processus électoral en son sein. Donc, la CHDHP fait partie des mécanismes communautaires. Quand on parle du système communautaire, c'est qu'on est nécessairement dans un système où chaque État accepte de céder une partie de sa souveraineté pour que des règles qui ont été élaborées au plan communautaire ou des décisions prises au plan communautaire puissent s'appliquer sans ratification de manière directe et automatique. Mais vous voyez que puisque la CHDHP ne développe pas une certaine politique, je vais peut-être y revenir, la CHDHP opère comme tout juge ordinaire, opère dans la technicité pure, sans tenir compte de l'environnement sociopolitique et surtout de l'environnement politique et diplomatique dans lequel elle opère. Ces États-là commencent par se braquer en mettant en exergue leur souveraineté. Voilà un peu ce qu'il y a lieu de dire. Donc, je crois qu'il appartient aux acteurs politiques et surtout à l'opposition de faire bloc et de faire en sorte que le mécanisme de parrainage soit un mécanisme utilisé dans un contexte juridique et politique suffisamment assaini. Voilà. Alors, les anciens ministres Mabry Touakeus, Marcel Amontano, qui étaient il y a quelques semaines, quelques mois encore au gouvernement, étaient candidats. Ils ont aussi constaté leur exclusion. Ils ont dénoncé cela à travers des sorties distinctes. Comment des candidats comme Pascal Affi-N'Guessan ou encore Kouadio Konan-Bertin ont pu réussir le difficile, on va dire, cette étape décisive-là du parrainage en Côte d'Ivoire, selon vous? Ok. Vous savez, moi, j'ai toujours refusé le parrainage. Pourquoi? Parce que c'est contraindre certains à participer à la politique du pays. Et certes, ça a toujours suscité des problèmes, que ce soit en France, au Bénin, c'est en cours, et puis en Côte d'Ivoire, et la Guinée, elle a sauté pour elle. Donc, mais il faut voir comment le parrainage est élevé en Côte d'Ivoire. C'est que 1% de l'électorat doit parrainer. Et ce qui fait mal, c'est que ce n'est même pas dans la constitution ivoirienne, le parrainage. C'est que c'est la Cour constitutionnelle qui a instauré ça juste pour barrer... non, c'est prévu dans le code électoral. Oui, c'est dans le code électoral, mais ce n'est pas dans la constitution ivoirienne. Oui, mais
je parle sous votre contrôle, juge Niampati, le code électoral vient souvent compléter la Constitution pour aller aux élections. Oui, on va dire que tous ceux qui participent à ces élections-là sont conscients de ce qu'il y a un parrainage et tous ont essayé, comme ils peuvent, de fournir des preuves. Mais maintenant, le juge a estimé que 40 des 44 n'ont pas réussi à faire cela. Oui. Il faut voir depuis qu'ils ont instauré le système de parrainage. C'est maintenant qu'on a mis ça en application. Depuis, je crois, en 94 ou 95, c'est là, mais ça n'a jamais été appliqué. Si aujourd'hui c'est appliqué, il faut forcément se poser la question, est-ce que ce n'est pas juste pour barrer la voie à certains candidats dont on craint la popularité et que toutefois ça peut balancer sur le camp de l'opposition. Parlant aussi de la Cour constitutionnelle, c'est que aujourd'hui le problème qu'il y a, au fait, elle n'est pas indépendante. Parce que lorsqu'elle décide d'être indépendante, on assiste à limoger le juge, comme nous l'avons vu en Guinée, où le juge de la Cour constitutionnelle étant opposé à un troisième mandat ou à la révision de la Constitution ou à un référendum, a été limogé parce qu'il ne partage pas la même décision avec l'exécutif. Voulant être indépendant, le président n'a pas accepté cela parce que il avait dans son programme de réviser la Constitution et de revenir. Et en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi, quand Alassane Ouattara est venu au début, il n'a pas organisé un référendum de large consensus ou que soumettre une loi à la population. La Constitution de 2016 avait consensus. De 2016. Avec consensus. On ne peut pas dire que la Constitution ivoirienne est introduite par... Mais Alassane Ouattara est venu au pouvoir en 2010. Pourquoi, quand il est venu, il n'a pas dû changer ça? Il y avait forcément des impératifs à régler. Il y a forcément un pays à faire marcher. Il y avait beaucoup de projets à entamer d'abord. C'était important de faire quelques années de gouvernance, de crédibiliser son pouvoir, tout au moins, avant de soumettre un référendum à la population. Je trouve que le timing n'est pas forcément mauvais. Maintenant, on peut peut-être avoir un avis par rapport à la légalité ou à la légitimité de demander un troisième mandat. Je pourrais être d'accord avec vous. Oui, allez-y. Non, parlant de la Constitution, oui, aujourd'hui, nous sommes d'accord que la Constitution nous permet de faire un troisième mandat. Mais au préalable, ce que je refuse, c'est que cette décision, c'est-à-dire que pourquoi ne pas l'exprimer depuis au premier mandat? Il faut attendre au deuxième mandat pour le faire et sauter certains articles comme l'âge. La limitation d'âge notamment. La limitation d'âge parce qu'il était en accord avec en ce moment Bédié et certaines personnes qui étaient là. Et en Guinée, c'est aujourd'hui le même problème parce que vous savez, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, on a toujours voulu qu'il se prononce et que la Constitution soit respectée, mais à toutes les fois qu'on lui a posé la question en ce qui concerne le troisième mandat, il ne s'est jamais prononcé. Il est toujours resté mieux sur cette question. Là, oui. Donc, à un moment donné, nous avons senti que forcément, il voulait un troisième mandat et il faut voir les contextes dans lesquels le référendum a été organisé ainsi que les élections législatives. Et au niveau du Parlement aussi, lorsque vous avez un Parlement monocolore et que toute décision qui vienne passe directement parce que nous appartenons au même parti, là aussi, on doit se poser la question si réellement
les tests sont respectés. Voilà, il faut quand même préciser qu'en Guinée, l'opposition a choisi de boycotter les législatives et donc a choisi de s'exclure, on va le dire, même si on peut toujours avoir à redire par rapport à la forme. En Côte d'Ivoire, l'opposition est au Parlement et essaye quand même de donner de la voix, vaille que vaille. Je vais vous demander par rapport à la réélection au premier tour possible du président Alassane Ouattara, est-ce que selon vous, les 4 candidatures aujourd'hui peuvent crédibiliser cette possibilité-là? 4 candidats pour un scrutin présidentiel où clairement, on va dire, le slogan affiché, c'est le un coup KO du président Alassane Ouattara. Est-ce que cela légitime un peu cette thèse-là, Justin Mpaté? Je vais répondre à la question, mais je voudrais rapidement faire une étude comparée et croisée entre 3 ou 4 pays rapidement. Par rapport à la révision constitutionnelle et tout ça, la nouvelle République. Dans le principe d'abord, vous voyez, on a l'impression, parce que la science est là, on va pas mentir à la science. On a l'impression que des révisions constitutionnelles en Afrique francophone de l'Ouest sont conduites pour la plupart du temps dans l'intérêt de celui qui est au pouvoir. C'est tout. Et c'est un peu gênant pour le peuple et ça peut constituer, et ça constitue souvent un foyer de tension et même de conflit à l'intérieur des pays. Mais ça ne se passe pas de la même manière. Lorsque vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, le président il a eu cette victoire-là à la Pyrrhus en 2010, je crois. Et en 2016, il y a eu une révision de la Constitution. On a inséré ce qu'on a inséré dedans. On a en fait déjà fini avec le second mandat. On est en train de finir avec le second mandat. Mais on s'est arrangé, pas complot, en griffe, avec le Conseil constitutionnel. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Il y a des collisions. Bon, on s'est arrangé. C'est un jeu qui se joue à 3. Vous avez le Parlement, vous avez l'exécutif, vous avez le juge constitutionnel. Son silence peut être interprété, peut être utilisé dans un sens ou dans l'autre. Et vous avez le Parlement qui joue le rôle de caisse de résonance pour l'exécutif. Et finalement, on a ce que nous avons et l'opposition maintenant est en train de réagir. Quand c'est comme ça, là, c'est pas bon, c'est dangereux. Lorsque vous allez en Guinée, vous constatez que c'est un schéma un peu différent. Même s'il y a eu révision, c'est un schéma un peu différent. En Côte d'Ivoire, on a inséré dedans des éléments qui permettent de soulever la question de la Troisième République, de la Nouvelle République. Mais le juge constitutionnel aurait pu imposer qu'on mette clairement des dispositions dans la Constitution pour que le président actuel sache qu'il n'est pas concerné par cette Nouvelle République ou qu'il sache que, en tout cas, lui, il a fini avec son mandat. Vous voyez, lorsque vous venez au Bénin, c'est différent. Au Bénin, il y a une révision constitutionnelle, mais ce n'est pas une nouvelle république. Et le président actuel est en train de finir son premier mandat. Et lorsque vous allez au Togo, le Togo, lui, il vous a déjà devancé. Lui, il a pris cette disposition déjà et il consomme déjà et tout se passe assez bien dans un sens là-bas. Alors, je réponds à la question que vous avez posée. D'abord, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il y aura élection en Côte d'Ivoire en octobre? Je crois que c'est en octobre. Le 31 octobre. En octobre prochain, je me demande s'il y aura élection. Il y a des doutes? Je me pose des questions. Je me demande s'il y aura élection. Parce que lorsque il s'est prononcé ou il s'est engagé pour un troisième mandat, vous avez vu ce que cela a créé dans la population. Et tout dernièrement, tout récemment, nous avons vu le front syndical, société civile et partis politiques de l'opposition, ce que cela donne. Ça risque de donner un mélange qui de conduire à la violence. Je me demande si on ne risque pas de déplacer cette élection-là. Maintenant, et Alassane Ouattara, ce serait la meilleure formule? Oui, il me semble que ce serait la meilleure formule. De reporter il me semble qu'il vaut mieux reporter cette élection. Il vaut mieux reporter cette élection-là il faut reporter cette affaire-là d'ici de 6 mois environ et que le président en exercice travaille à trouver en son sein une candidature pour pouvoir continuer ses acquis, de manière à ce que, de manière incognito, il disparaît de la scène politique. Je crois que ça permet, et ce n'est pas seulement lui, parce que je renvoie tous les candidats là, tous les anciens là, dos à dos, que ce soit Abedi, Babo, eux tous là, mais ils n'ont qu'à coller un peu la paix à la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait du sang neuf en Côte d'Ivoire sur le plan politique. Qu'est-ce qui crée ce qu'il y a maintenant? Je l'avais dit un temps, c'est parce que le président Ouattara,
il n'a pas su préparer la relève au plan politique. S'il avait préparé la relève entre 40, au niveau des jeunes âgés de 40 à 60 ans, je crois que s'il avait travaillé à avoir 3 ou 4, il ne serait pas en train d'avoir cette difficulté-là aujourd'hui. Parce que dans la pratique, s'il n'est pas candidat et qu'il ne revient pas, ça ne rassure pas non plus le pays. Donc s'il vient, avant même d'aller aux élections, le pays n'est pas rassuré. Mais s'il y a élection et qu'il est élu, cela rassure le pays dans un certain sens parce que ça va créer une certaine accalmie pendant un temps. Ça veut dire que s'il gagnait ce 3e mandat-là, ça devait être de travailler pour davantage d'union entre les Ivoiriens et de préparer la relève de manière à ce qu'ils quittent. Mais la meilleure formule, c'est de reporter ces élections-là. Parce que, vous savez, on a vu en 2010, 2011, les Ivoiriens, lorsqu'il s'agit des questions politiques, et qu'ils ont l'impression qu'ils sont trompés, qu'on abuse de leur patience, ils deviennent très très violents. Je me rappelle ce qui s'est passé en 2010, en 2011. Et je me demande, la France, les États-Unis et les grandes puissances, elles sont tapies dans l'ombre, quelque part, elles jouent leur rôle. Pour répondre à votre question de manière directe, et est-ce que ce jeu, avec 4 candidats, ne permet pas, ça ne crée pas un clairsemé, une sorte de suffisamment d'espace? Il a de l'espace pour pouvoir remplir le pouvoir, prendre le pouvoir. A priori, en Afrique francophone, lorsqu'on organise les élections, on perd rarement. Ça fait 1. 2, il est président sortant, des acquis sont là. Voyez. 2. 3, ce qui s'est passé au Mali, on a vu comment il a opéré dans l'ombre et il va certainement tirer le son de cela. Donc apparemment, le tableau qui se présente semble être un tableau favorable au président Alassane Ouattara. C'est la raison pour laquelle les autres veulent empêcher justement qu'il y ait élection, ou les autres. On a cette affaire de désobéissance et tout ça là. Ouais, il y a des barrières qu'on veut mettre pour qu'il n'y ait pas élection. Et s'il doit y avoir élection, qu'on bascule dans la violence. Or, au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire occupe une position centrale, au plan politique comme au plan économique. Le mauvais vent qui souffle en Côte d'Ivoire va rapidement se diffuser au plan économique et au plan politique dans les autres pays de la sous-région. C'est la raison pour laquelle moi je dis que ce soit dirigeants politiques, que ce soit acteurs de la société civile au plan africain, que ce soit syndicats ou bien universitaires, techniciens, nous n'avons pas intérêt à ce que la violence se déclenche en Côte d'Ivoire pendant ou avant les élections. Tout à fait. L'opposition ne l'entend donc pas de cette oreille. L'ex-président Henri Konan Bédié, lui-même candidat à ce scrutin, a fait un appel ce dimanche. Au nom de l'opposition, nous allons suivre un court extrait de sa déclaration. Face à la forfaiture, un seul mandat irrépressible, irréversible, la désobéissance civile. Nous sommes ici ce jour, partis politiques, plateformes politiques, organisations syndicales et sociétés civiles, pour exprimer notre farouche opposition à cette violation de la loi fondamentale, la Constitution. Mahmoud Diallo, votre réaction par rapport à cette sortie donc, de l'opposition à travers Henri Konan Bédié? Moi, je trouve aujourd'hui, par rapport à cette sortie de Henri Konan Bédié, je lis quelque chose qui est caché. C'est que si aujourd'hui toute l'opposition signe pour désigner un seul candidat, c'est possible de battre Alassane Ouattara. Si il y a une transparence au niveau du scrutin. Ça, c'est un. Et l'autre chose, c'est que aujourd'hui, Alassane Ouattara, c'est que si il se hasarde à organiser ces élections, c'est qu'à partir de là, il ne dormira plus en paix. Pourquoi? Parce que il y aura toujours de problèmes. Il sait les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir. Nous nous rappelons tous, en 2010, nous étions là.
et la communauté internationale, toutes les institutions lui ont appuyé pour qu'il prenne le pouvoir. Si aujourd'hui, c'est lui qui se hasarde à conduire, à pousser la Côte d'Ivoire à décrocher, il sera responsable devant l'histoire. Ce qui me fait mal, c'est quand il brandit la souveraineté par rapport à la décision que rend la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que si on devait appliquer la souveraineté, je crois que le Mali aujourd'hui est mieux placé pour appliquer la souveraineté et que la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ou Alpha Condé ne devaient pas donner de leçons à la Côte d'Ivoire ou en général à CEDEAO. Peut-être on aura l'occasion de revenir sur ça. Parce qu'ils violent tous les arrêtés ou des Nations Unies par rapport à la violation ou à l'imposition d'un régime ou d'un président au peuple malien. Aujourd'hui, lui, il veut organiser des élections dans ces conditions. Ça sent très bien qu'il avait un adversaire, un aide de camp, qui est le chef de rebelle. Et on se pose la question, aujourd'hui, si ces éléments continuent d'être là, ou comment va-t-il faire pour dormir en paix et comment ne pas basculer dans une guerre civile? On ne le souhaite pas, mais la question reste posée parce que Guillaume Soro ne va pas se laisser faire. Vous faites bien de parler de Guillaume Kibafouri Soro, l'homme est en exil à Paris, on le sait, Justin Mpati. Il a bénéficié donc d'une décision de la CADHP qui a demandé expressément à l'État de Côte d'Ivoire de prendre les dispositions afin qu'il puisse jouir de son droit d'être élu et d'être potentiellement élu à la présidence de la République, d'être candidat donc à un scrutin présidentiel. L'État de Côte d'Ivoire a répondu et a dit que la justice a fait son travail. Guillaume Soro n'est pas du jeu. Voilà. Deux éléments de réponse. Le premier par rapport à l'élément qui vient d'être diffusé et le second par rapport fondamentalement à la décision de la CADHP au sujet en liaison avec les droits politiques de Guillaume Soro. L'élément que nous venons de suivre, c'est un élément qui a été lu par le président Henri Konan Bédié. Et nous avons lu dans la presse qu'il s'agit d'une déclaration faite par des partis de l'opposition, des syndicats et la plateforme de la société civile. Alors, en l'état comme ça veut dire que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. En l'état comme ça veut dire que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Et je voudrais que la CEDEAO, l'Union africaine, que la communauté africaine et la communauté internationale en tirent leçon pour qu'on ne vienne pas jouer aux sapeurs-pompiers. Il vaut mieux anticiper. C'est pour cela que je disais qu'il vaut mieux que ces élections-là soient reportées et que le président Alassane Ouattara sache qu'il a en main les clés pour éviter que son cher pays, qu'il a gouverné pendant 2 mandats, qu'il doit laisser plus tard d'un très bon état, que ce pays-là, qu'il comprenne que ce pays-là mérite mieux que ce qu'il est en train de préparer pour ce dernier. Mais Henri Konan Bédié qui a lu la déclaration, Laurent Gbagbo lui-même, le président Houphouët-Boigny. Mais quand on fait l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny et tous les autres, c'est vrai, il a travaillé pour le développement économique du pays, mais sur le plan politique, comment a-t-il préparé la relève? Quand Henri Konan Bédié est venu, comment a-t-il préparé la relève? Ce qui se déroule actuellement, Gbagbo, cette affaire Bédié, Gbagbo, Alassane Ouattara et tout ça, mais ce n'est pas... Il a une responsabilité politique dedans. Moi, je voudrais demander au président Bédié et aux syndicats, à la société civile, de trouver une autre formule. Cette affaire de désobéissance civile, le pouvoir exécutif, le pouvoir politique va venir à la charge. Ça va être qualifié, ça va être criminalisé sous forme d'incitation à la violence. On peut même parler d'attentat à la sûreté de l'État. On peut, parce que des déclarations du genre, ça,
c'est pour pourrir l'ambiance. Voilà. Oui, et c'est une manière de déclarer le lynchage contre le pouvoir en place. Mais le président en place, le président Ouattara, quelque part, il a préparé cela de manière indirecte. Il faut qu'il sache qu'il a en main les clés et qu'il fasse ramener la balle à terre pour que la Côte d'Ivoire n'ait pas à basculer dans la violence. Mais la déclaration qui a été faite, ce n'est pas la déclaration du peuple. Parce que syndicats, opposition, société civile, ce n'est pas encore le peuple. Ça, c'est des corps constitués de la société. Le peuple, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali, quand le peuple veut agir, il agit sans concertation et de manière spontanée. C'est comme s'il y a une mémoire collective, comme s'il y a une conscience collective qui opère. Alors, par rapport à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est ça. La Cour a rendu une décision par rapport aux droits politiques de Soro et estime que tout a été mis en œuvre, qu'il y a eu des manœuvres pour empêcher l'intéressé d'être candidat. Il faut tranquillement, un bon élève, un bon État qui a concouru pour la naissance de l'Union africaine, pour la naissance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il faut simplement accepter et voir dans quelle mesure faire et revoir les données pour que l'intéressé soit candidat. Maintenant, sur le terrain, le jeu peut être joué pour l'empêcher d'être élu. Mais c'est quelque part parce que, de manière anticipée, on sent qu'il pourrait réussir à se faire élire président, que des manœuvres sont développées. La justice, elle est à souhaiter. Mais lorsque la politique se mêle de la justice, elle devient comme un orphelin de père et de mère. Voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à la Côte d'Ivoire et dire que ça commence par ne pas sentir bon. Et les hommes politiques ivoiriens, il faut qu'ils sachent raison garder. Il faut qu'ils se voient la formule de Henri Konan Bédié qui consiste à appeler la population à la désobéissance civile. Ce n'est pas la meilleure formule. Ce n'est pas la meilleure formule. Et la formule du président Alassane Ouattara qui consiste à aller au 3e mandat, ce n'est pas la meilleure formule. La formule qui consiste à priver un citoyen de droits politiques parce que la justice a rendu une décision. Bon, cette décision qui a été rendue par la CADHP, ça peut justement motiver le pouvoir politique à ressaisir la justice pour dire, voilà la décision qui a été rendue par rapport à ce que vous avez eu à dire des droits de l'intéressé. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Le droit, c'est les hommes qui le font. J'ai l'habitude de le dire. Les hommes sont au-dessus du droit. C'est vrai que lorsque le droit est créé, il doit s'appliquer aux hommes. Mais dans l'application du droit, lorsqu'on sent des degrés d'applicabilité, il faut se revoir et rectifier les choses. Alors, par rapport à la CADHP, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, il y a aussi d'autres pays qui ont parfois eu des difficultés à répondre donc aux décisions de la CADHP. Est-ce que selon vous, c'est une institution qu'il faut encourager? D'abord, je remercie la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la lecture que nous faisons tous de cette Cour, elle est indépendante. Elle rend la justice. Elle parle le droit. Si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ou ne disons pas la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas tout le monde qui partage les mêmes avis, le régime en place actuellement s'est retiré de la Cour africaine, c'est parce qu'ils ne partagent pas la même politique. Et Alassane Ouattara veut se hasarder à aller à ces élections en privant une partie ou bien des citoyens du peuple à participer à la chaîne politique. Moi, je dirais que ce n'est pas bon. Il ne faudrait pas être extrême. Vous vous rappelez quand Gbagbo avait instauré une loi disant que bon, il faut être ivoirien de père, de mère, tout ça. Ah non, le concept de l'ivoirité remonte à Henri Konan Bédié. C'est le président Henri Konan Bédié qui... C'est ça que j'évoquais justement tout à l'heure. Donc, c'est le président Bédié qui a instauré le concept. Donc merci pour ce rappel. Et ils ont brandi ça, tout le monde était contre ça, parce qu'on voulait juste le priver de participer à l'activité politique de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui,
Ouattara usurpe de ses pouvoirs pour se maintenir au pouvoir, nous devons le rappeler que Omar el-Béchir a tout fait, il est parti. Et Mobutu est parti. Et il y en a d'autres aussi en Algérie. Des dictateurs, ce n'est pas le cas du président Alassane Ouattara. Non, pour moi, c'est que je les mets dans le même lot. Parce que du moment où on se hasarde... Les constitutionnalistes ont dit, Nouvelle République. Non, mais est-ce que mais Babo, ces 10 ans, il avait fait. Lorsqu'il voulait faire plus, on était tous contre. Il avait fait 10 ans. Bon, il avait 5 ans, il a organisé. À partir de là, il n'y a plus élection, il a continué, ça fait 10 ans. On a dit, bon, l'essentiel, c'est que tu as fait les 10 ans et la Constitution prévoit que tu fasses 10 ans. Bon, c'est bon, il faut que tu partes. Tout le monde est resté derrière ça. Et l'autre chose aussi, la manifestation, c'est que c'est constitutionnel. La Constitution autorise à ce que la population se manifeste. S'exprime d'une manière ou d'une autre. Si aujourd'hui Hari Konan Bédié dit que appelle à la désobéissance totale, c'est que moi je trouve, je n'encourage pas, mais on ne peut pas aussi l'interdire parce que c'est constitutionnel. Lorsqu'ils estiment qu'aujourd'hui le régime en place n'applique plus le droit, les gens sont frustrés, les gens sont privés de vote, privés de documents administratifs, c'est que nous devons nous poser la question si nous sommes dans un état de droit ou dans un état de dictature. La question a le mérite d'être posée. Aujourd'hui, on a aussi l'impression que l'opposition n'est pas aussi unie que ça. Il y a par exemple Pascal Affi-N'Guessan qui n'était pas de cette sortie-là, dont nous venons de suivre un extrait. On sait qu'il y a toujours 2 ailes au sein du FPI, une aile reconnue officiellement puisque ayant le récépissé du parti. Donc... Pascal Affi-N'Guessan est candidat, il n'était pas de cette sortie-là, sortie qui a constaté la présence de Assoa Adou, secrétaire général du FPI pro Laurent Gbagbo. Est-ce que selon vous, tout ceci travaille à crédibiliser l'opposition? Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Voyez, le président de la République, il a en main des manettes pour opérer au plan politique et dans d'autres domaine. Il n'a pas intérêt à ce que l'opposition soit unie. Et là, c'est le jeu politique. Et c'est tant mieux. Il appartient à l'opposition de tirer leçon, de prendre conscience de cela et de faire en sorte qu'elle s'unisse, justement. Donc, l'opposition, les partis de l'opposition, les candidats de l'opposition n'ont qu'à aller s'entendre. Ça, là, ça passe. Et par rapport à la CADHP, très rapidement, je reviens encore une fois là-dessus. Pour résumer, c'est une cour très technique, elle est hautement technique, j'ai eu l'occasion de le développer. C'est une cour qui a pour souci la paix sociale dans les États membres de l'Union africaine. Bien sûr. C'est quand vous lisez cette décision, vous le sentez. Oui. Mais troisièmement, le défaut ou la grande faiblesse de cette cour, le professeur Kokoroko et le professeur Kodar, ils ont eu l'occasion de le signaler en filigrane dans une déclaration ou dans un article. C'est que cette cour, elle banalise et néglige un peu trop l'environnement politique et les enjeux politiques liés à cette décision juridictionnelle. Et c'est ça, cette diplomatie-là que cette cour doit faire. Troisième mandat pour Alassane Ouattara, est-il légal? Est-il constitutionnel? Oui, parce que la Constitution a créé une nouvelle république. Mais est-ce que c'est légitime? On est en train de nous rendre compte que ce n'est pas légitime. Et quand c'est comme ça, il faut qu'il en tire leçon. Voilà, vous êtes juge Justin Patin, chercheur en droit constitutionnel et international. Face à vous aujourd'hui, Mahmoud Diallo, spécialiste en communication et relations internationales. Merci d'avoir été des nôtres. Le temps imparti à cette émission est déjà épuisé. Nous allons vous retrouver bientôt pour notre numéro de Angle Vue. D'ici là, portez-vous bien.